Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition du 7 septembre 2015 de la synthèse vidéo de l'actu IT et Télécom. Et je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, premier sujet qui a retenu votre attention cette semaine, la redistribution des cartes sur le marché des serveurs, avec notamment évidemment la vente d'IBM à Lenovo il y a quelques mois déjà. Oui, alors effectivement, c'est les chiffres du Gartner qui nous propose ces statistiques tous les trimestres. Donc chaque trimestre, en fonction des annonces des uns et des autres, ça monte, ça descend, donc ça c'est intéressant. Je dirais que la première indication générale, c'est que le marché des serveurs est toujours sur une phase de rebond. On était à plus 18% au premier trimestre, plus 7 au deuxième, donc c'est moins, mais c'est toujours en progression, donc ça c'est intéressant. Mais je dirais qu'au-delà des chiffres trimestriels, ce qui est plus intéressant à regarder, c'est en regardant un petit peu derrière dans le rétroviseur, si on se replonge il y a seulement 10 ans. Alors évidemment, vous allez me dire 10 ans dans notre secteur, c'est une très longue période, mais néanmoins ça montre combien le secteur, le marché des serveurs a évolué en 10 ans. Si on se replonge il y a 10 ans, le trio de tête n'avait pas changé. À l'époque, c'était IBM, HP, Dell. Aujourd'hui, IBM est rétrogradé en troisième position, puisqu'il, comme vous l'avez dit, il a vendu son activité x86 à Lenovo. Donc maintenant, on a HP, Dell et IBM en troisième. Et on sent bien que IBM, de plus en plus, même s'il va garder cette activité serveur avec les mainframes et les power, va sans doute perdre du terrain. Donc on a eu l'arrivée de Lenovo, qui a récupéré cette activité serveur, mais il y a aussi eu des évolutions assez sensibles. Il y a eu d'abord la sortie de Sun, qui était quand même un acteur important il y a seulement 10 ans, qui a été racheté par Oracle et qui a changé complètement sa stratégie. C'est-à-dire qu'Oracle ne vend plus vraiment des serveurs sous forme de commodité, mais sous forme d'appliance avec ses bases de données ou autres produits. Donc en gros, il est sorti de ce top 5. Et puis il y avait aussi l'acteur Fujitsu Siemens, donc c'est une espèce d'attelage entre d'un côté Fujitsu et puis Fujitsu Siemens pour l'Europe. Donc ça a aussi explosé en vol puisque Siemens est sorti du marché des serveurs, donc et Fujitsu y est toujours mais à rétrograder. Donc Fujitsu avait une alliance avec Sun justement pour revendre des serveurs Spark. Et puis il y a aussi le point important qui est l'arrivée de Cisco. Ça c'était un pari, il y a quelques années, 2009-2010. Donc Cisco, champion des réseaux, qui vient sur les serveurs avec, je dirais, une innovation à l'époque, c'était des architectures convergées. Et donc ça pouvait paraître un pari il y a quelques années. Et aujourd'hui, le pari semble réussi puisque Cisco s'est installé durablement, en tout cas semble l'être, installé durablement dans le marché des serveurs avec une part de marché qui est pas ridicule. Et puis la dernière indication intéressante de tous ces chiffres, c'est que comme dans beaucoup de secteurs, plus on avance et plus il y a une restructuration, il y a une concentration du marché. Et là, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en gros, le top 5, il y a 10 ans, c'était 85% du marché, des ventes. Aujourd'hui, c'est seulement 70%. En fait, c'est sous la pression technologique qui fait qu'il y a de nouveaux acteurs qui arrivent en permanence avec de nouvelles architectures, en particulier, on en a parlé, convergé et aujourd'hui hyper convergé, qui fait qu'on a un marché qui est encore très très éclaté. Donc je dirais qu'on voit bien que en 10 ans, les technologies, y compris sur le marché des serveurs, a évolué de manière assez significative. Alors des serveurs au stockage avec un pack, on va franchir allègrement. Et on parle de Software Defined Storage, on en parlait la semaine dernière d'ailleurs avec SimpliVity, et on en parle cette semaine avec VMware, qui convergent aussi sur le sujet. Alors en fait, donc c'était à l'occasion de VMworld, la grand-messe
de VMware qui se tenait la semaine dernière à San Francisco, au fameux Moscone Center. Et donc là, il y a vraiment eu une pléthore d'annonces de la part de VMware. Et en particulier dans le domaine de ce que, bon maintenant, on en a parlé effectivement pour le stockage, le Software Design Storage. Là, on parle de Software Design Data Center. Donc en gros, c'est toujours la même idée, c'est de mettre une couche logicielle qui permet de s'abstraire de tout ce qui est matériel derrière. Donc, parmi les annonces importantes qu'a fait VMware, l'année dernière, il y avait eu l'annonce de EvoRail, donc je ne sais pas comment on prononce exactement, mais en gros l'idée c'était que VMware, qui comme chacun sait ne vend pas de matériel, avait proposé un logiciel qui permettait de packager un serveur hyper convergé avec des partenaires hardware choisis. Donc ça veut dire que VMware entrait sur le monde des serveurs hyper convergés. Cette année, alors cette solution était intéressante, mais elle était relativement limitée en taille, puisque je crois que la limite maximum c'était 16 serveurs. Cette année, donc, VMware franchit un pas supplémentaire, puisqu'elle fait une annonce, en fait elle annonce un grand frère de EvoRail, dont le nom est encore plus accouché dehors, si je puis dire, que le précédent, puisque c'est Evo SDDC, donc software, etc. Donc qui, elle, en fait, élargit considérablement les limites des configurations possibles avec ce serveur hyper convergé. Donc VMware entre et s'installe durablement dans ce monde-là. Il y avait d'autres annonces, donc une nouvelle version de NSX, donc le logiciel de virtualisation de réseau de VMware. Et puis parmi les autres annonces aussi importantes et intéressantes à remarquer, c'est que l'année dernière, donc à la même grand-messe VMworld, le discours de VMware vis-à-vis des containers, et en particulier de Docker, était, on sentait bien qu'il y avait une certaine réticence à intégrer ça. Et cette année, en un an, donc, VMware a bien compris que le phénomène des containers et de Docker était irréversible et qu'il allait s'installer durablement dans le paysage. Et donc là, plutôt que de freiner, c'était l'idée, là le message c'est embrasser le phénomène Docker et donc intégrer Docker dans l'environnement VMware finalement pour être un acteur important de ce phénomène et plutôt que d'en rester à l'écart. Alors on franchit l'Atlantique et on revient sur ce côté-ci de l'Atlantique. On parle d'SAP qui lance un nouveau produit pour aller vers l'open source. Alors, donc d'ailleurs, je vous rassure, SAP est aussi aux États-Unis, hein, donc il est de l'autre côté de l'Atlantique. Ça reste quand même un éditeur de logiciel originalement. On va dire que même c'est quasiment le seul éditeur de logiciel européen, donc effectivement il ne faut pas le rater. Donc SAP a sorti cette semaine un produit au nom d'ailleurs aussi bizarre que les précédents, donc HANA Vora. Vora pour vorace, apparemment c'est l'idée de voracité. Et donc en fait l'idée c'est de proposer une passerelle entre le monde HANA, donc on rappelle en deux mots, HANA c'est la base de données in-memory de SAP qui a été lancée il y a 3-4 ans. Donc de faire un pont entre cet environnement-là, SAP HANA, et puis le monde Hadoop et Spark. Donc Hadoop c'est tout ce qui est, en gros Hadoop, pour simplifier, c'est synonyme de Big Data, et on sait qu'Hadoop au départ c'était plutôt en mode batch. Spark ça permet de faire du Hadoop en quasi temps réel. Donc l'idée c'est de faire une espèce de moteur de requête donc lié à HANA vers ces mondes du Big Data et d'établir un lien entre les deux. Et donc de rapatrier des informations avec du requêtage qui a été conçu par SAP sur ce monde du Big Data. Alors évidemment, vous l'avez signalé, Hadoop, Spark, tout ça, on est dans l'Apache Foundation, donc c'est de l'open source. SAP n'est pas spécifiquement connu pour être un acteur majeur de l'open source, donc c'est un lien entre les deux. Évidemment, les mauvaises langues diront que c'est
c'est pour rapatrier en fait de l'activité du monde de l'open source vers Le monde propriétaire du de monde propriétaire. Mais bon, ça c'est une bonne guerre. En fait, finalement, tout le monde le fait. Hein. Il y a de l'open source et puis il y a tout un tas de gens qui font soit des distributions en mode freemium, donc gratuite et payante, soit qui crèvent du service autour de l'open source. Donc là-dessus, il n'y a rien de très particulier. Mais en gros, s'il y a une chose à retenir, c'est faire le lien entre ANA, donc les données structurées de SAP, donc les données, on va dire, structurées de la gestion courante d'une entreprise, vers le monde du big data qui est de plus en plus présent aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Alors ça, c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, on change complètement d'univers. Et évidemment, tout le monde attend avec impatience, ou pas d'ailleurs, Oui, la sortie de futurs iPhone. Effectivement, on se demande si on va pouvoir passer un week-end tranquille. Donc Apple, donc vous savez, chaque année, Woody Allen nous gratifie d'un film, d'un nouveau film. Donc ça fait plusieurs années que ça dure. Et d'ailleurs, c'est pas un synonyme de qualité. Il y a quelques, j'ai en tête le film Midnight in Paris. C'était pas le meilleur qu'il ait jamais produit. Donc il faut faire attention que finalement être trop répétitif, c'est parfois nuire à la qualité. Mais marketing oblige, Apple tous les ans nous fait l'honneur, si je puis dire, de nous annoncer un ou plusieurs modèles de son iPhone, et ça dure depuis plusieurs années. Donc cette année, on n'y échappera pas. On va donc, Apple essaye de nous tenir en haleine en laissant fuiter quelques informations. Donc on devrait avoir le modèle 6S ou le modèle 7, mais bon, ce serait plutôt le 6S. Il y aura même un 6S Plus, et ça dépendra de l'écran. Donc c'est mercredi, effectivement, que Tim Cook va nous faire le show il le fait maintenant depuis 2-3 ans. Donc c'est lui qui fera le show, qui annoncera le ou les futurs modèles du 6S. Et a priori, il y aura aussi d'autres annonces avec une nouvelle version de l'Apple TV, qui a priori a un peu de mal à s'installer dans le paysage, mais on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, c'est le tant attendu iPhone qui va arriver la semaine prochaine et qui sera présent dans les bacs, comme on dit. Alors l'iPhone qui est aussi votre coup de gueule de la semaine. Oui, alors c'est un coup de gueule où je dirais que finalement c'est la réussite d'Apple, c'est-à-dire que en fait Apple arrive à susciter un besoin qui finalement n'en est pas un vraiment, c'est-à-dire que finalement quand on a un iPhone 4 ou 5, pourquoi avoir besoin d'un iPhone 6 qui est à peu près la même chose, un petit peu mieux. Mais finalement Apple a réussi son coup, il n'est pas le seul, hein, il y en a d'autres, mais en tout cas Apple a réussi. Et il arrive à susciter vraiment un besoin. Alors, on va dire, il y a plusieurs populations. Il y a les inconditionnels, donc de toute façon, ceux-là, ils vont acheter le dernier modèle, ça c'est sûr. Et puis, il y a toute une frange de population qui est un peu incertaine et qui finalement est séduite par ces nouveaux modèles qui n'en sont pas vraiment, qui à chaque fois apportent une fonctionnalité supplémentaire. En tout cas, Apple, de ce point de vue-là, a un marketing qui est très bien fait et qui arrive à chaque année séduire de nouveaux utilisateurs et à vendre de plus en plus de ces iPhones, sachant qu'a priori, il y a un chiffre qui traîne, ils auraient commandé pour 85 millions de ces nouveaux modèles, donc on voit qu'il y a encore de la marge pour écouler ces futurs iPhones. Merci Guy, donc on conclura sur cette analyse du marketing d'Apple. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine avec peut-être des photos, sûrement même, de ce nouvel iPhone. Merci en tout cas, à bientôt, au revoir.